Salut tout le monde, bienvenue à ce cinquième vidéo sur le jeu Prelude to Revolution, publié par Compass Games en 2023. Dans ce vidéo, nous allons voir la révolution elle-même, ou I guess le début de la révolution, puisque fidèle au système Prelude, dès que la révolution se termine, dès que la révolution commence, en fait, le jeu se termine. Fait que nous n'allons en voir que le début chaotique. Mais quand même. Fait que à quel point la révolution est sur le bord de péter, c'est traqué par cette piste qu'on appelle maintenant le Revolutionary Unrest. Vous savez déjà que cette piste aussi va vous indiquer là, le modificateur que les révolutionnaires vont appliquer à leur jet de montée d'extrémisme. Alors dans leur cas, le plus c'est haut, plus les extrémistes s'énervent. Ça va monter de 1 à la fin de chaque tour, comme dans Rebellion, mais contrairement à Rebellion, il n'y a pas moyen d'empêcher cette hausse-là. Alors, dans Rebellion, il y a une petite action disponible aux Patriotes qui s'appelle Call for Composure qui permet d'empêcher là, qui permet de calmer le jeu un petit peu, là. Mais dans Revolution, là, ce marqueur-là va monter de 1 automatiquement à la fin du tour. La grande majorité des événements dans le jeu vont le faire monter. Quelques événements vont le faire descendre, mais très très peu, là. Ce qui veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va monter au minimum de 7, là. Et quand même pas mal plus, là. La plupart des games se finissent quand même sur une révolution, comme il se doit. Euh, alright, puis quand ça arrive à 15, une chose est sûre, la game se finit, mais il va y avoir une séquence, je dois dire, un petit peu plus chaotique. Quand ça arrive dans Rebellion, ben on score là, toutes les tracks une dernière fois là, avec quand même avec leur séquence de scoring. Puis après ça, on regarde où est le marqueur de VP, puis la game se finit. Là, bon, étant donné l'ampleur de la révolution, la portée de la révolution, il y a un petit peu plus d'étapes, mais pas tant que ça, là. C'est quand même somme toute assez simple. Puis ça se suit bien dans le rulebook aussi. Alors, d'abord, dans l'ordre et la discipline, si ça arrive à 15, vous allez commencer par réduire les points d'opportunité des deux joueurs à zéro. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Il va y avoir des petits checks de mobilisation qui s'en viennent et l'heure n'est plus aux opportunités, là. Alors, les marqueurs des deux joueurs sont placés à zéro. Dans le fond, là, essentiellement, pour vous donner un portrait, pour chaque track de scoring, il va y avoir une petite affaire qui va arriver qui va potentiellement faire bouger cette track-là avant qu'elle score comme telle. Fait que ça ajoute un petit peu de piquant, puis ça fait en sorte que les joueurs sont jamais capables précisément de savoir là, si, par exemple, Red October se déclenche là, combien de VP je fais exactement. Il va toujours avoir un petit inconnu. C'était le cas aussi jusqu'à un certain point dans Rebellion, là, ceux qui sont familiers, là, avec le Fear of Reprisal Table, on lançait un dé, puis là, on ne savait pas trop combien de supporters patriotes allaient se cacher puis se retirer de la cause à la dernière minute, là. Mais dans Revolution, là, ça peut, ces variables-là peuvent impacter là, les quatre tracks, là. Fait que le swing de VP est encore plus grand. Fait que d'abord, vous allez regarder tous les districts militaires où se trouve à la fois un military discipline du gouvernement et un soldiers soviet du révolutionnaire. Faut qu'il y ait les deux. S'il y a juste une des deux organisations ou pas d'organisation dans un district militaire, il ne se passe rien. Mais dans les districts où il y a les deux, le gouvernement spécifiquement va faire un check de mobilisation plus 3. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans ce cas-là. N'oubliez pas, les checks de mobilisation là, sont modifiés, j'en ai parlé dans une autre vidéo, là, par s'il y a lieu, là, les districts urbains qui sont connectés. Fait qu'ici, le révolutionnaire contrôle Vasilevsky Island, qui est relié à Guards Regiment Barracks. Par contre, le gouvernement contrôle Winter Palace, qui est relié aussi. Fait que ce serait dans le fond le plus un moins un. Fait qu'au final, ça s'annule. Fait que dans ce cas-là, 6 cubes plus 3. Ben, le gouvernement roulerait 3D. Dans ce cas-là, j'ai pogné 11. C'est un échec. Mais si j'avais réussi comme gouvernement, j'enlève le Soldiers Soviet. OK? Fait que c'est quand même un big deal, là. Si j'ai... Puis là, j'ai plus de points d'opportunité, là. Vous avez compris pourquoi on les réduit à zéro. Il faut que je réussisse ce check-là, entre guillemets, là, naturellement, avec mes dés. Fait que ça sous-entend
une grosse mobilisation puis du support quand même adjacent des districts urbains. Alors, évidemment, pour chaque organisation là, de soldiers soviets que j'enlève, ben là, vous comprenez, le marqueur des organisations va se tasser d'une case vers le gouvernement. Et tout de suite après ça, ben, vous l'aurez deviné, on score les organisations. Donc, c'est quand même, dans ce cas-là, ça ne peut que bénéficier au gouvernement. Alors, c'est pas les deux joueurs qui font un check de mobilisation, c'est le gouvernement uniquement dans les districts où il y a les districts militaires où il y a les deux types d'organisations. Le gouvernement a une chance de faire sauter l'organisation révolutionnaire. Ensuite, fait que vous ajustez après ça la traque des organisations puis vous la scorez. C'est-à-dire que vous assignez les points de victoire directement. Ensuite, au niveau de la Douma, puis là, le tsar peut avoir abdiqué ou non, ça dépend. Fort probable que oui, mais en tout cas, les deux joueurs vont faire un jet de montée d'extrémisme. Fait que peu importe là, la valeur des cubes puis tout ça, là, les deux joueurs vont commencer par faire un jet de montée d'extrémisme et vont appliquer les résultats du jet. Il y a peut-être un joueur qui va être mardeux qui va brasser 1, il y en a peut-être un qui va être bad luckeux puis qui va brasser 6. Et évidemment, le révolutionnaire a plus 2 sur son jet, mais c'est fort possible qu'à ce stade-ci de la game, le gouvernement ait plus 2 sur son jet aussi, soit parce que le tsar a abdiqué ou parce que son prestige est rendu assez bas anyway. Fait que vous appliquez les résultats du jet de montée d'extrémisme. Ensuite, vous allez scorer le Douma. Et là, scorer le Douma, n'oubliez pas, on l'a vu dans une autre vidéo, là, que dans la séquence de scoring, ça se peut que les joueurs refassent encore un check de montée d'extrémisme. Alors là, encore là, ça dépend si le tsar a abdiqué. Si oui, c'est les deux encore qui en font un. Sinon, ben, c'est le joueur qui a le plus de radicaux d'extrémistes, c'est-à-dire dans son parti. Là. Fait de mobilisation d'extrémistes, si on veut. C'est juste lui qui va faire un jet de montée d'extrémisme. Mais bref, on score la Douma avec les mêmes étapes qu'avant, avec potentiellement d'autres jets de montée d'extrémisme, et éventuellement la Duma va finir par scorer elle aussi, puis donner ses points de majorité, de domination. Y a-t-il des parties qui vont être vides à ce moment-là? C'est fort possible. Fait que bref, vous passez à travers vraiment la séquence de scoring du Duma. Ensuite, ça porte un autre nom, là, mais c'est la même chose au final. Ça s'appelle Military Preparations. J'avais appelé ça War Readiness dans Rebellion. Mais au courant de la game, il va se ramasser suite à des événements principalement, ou même exclusivement. Il va se ramasser là, des marqueurs ici de 1 VP, 2 VP ou 4 VP d'un côté ou de l'autre, là, des troupes loyales ou des Red Guards. Fait que uniquement quand Red October se produit, vous allez là, faire la différence entre les VP, là, comme dans ce cas-là, le gouvernement ferait 4 VP. Mais là, si le révolutionnaire avait réussi à mettre là, une coupe de marqueurs de VP ici, là, il aurait pu offsetter ce gain de VP-là du gouvernement, peut-être même suffisamment pour faire des VP lui-même. Alors, c'est à voir, mais vous faites la différence entre ces marqueurs-là ici. Puis au final, là, le joueur qui est avantagé va scorer ce nombre de points de victoire. Là. Un peu comme dans Un peu comme dans Rebellion, le gouvernement part avec un petit edge, là, quand même, un 4 VP là, pour ses troupes loyales qui sont sur place dans la ville. C'est aux révolutionnaires à travailler pour avoir là. Ben, le révolutionnaire a plus disons, on va le dire de même, a plus de moyens que les patriotes en avaient dans Rebellion là, pour s'équiper là, militairement, là, puis être capable de renverser le gouvernement. Ensuite, quelque chose qui est plus à l'avantage du révolutionnaire, typiquement, vous allez comparer le nombre d'unions, qui sont des organisations du gouvernement dans les quartiers, dans les districts workers, avec le nombre de workers soviets, qui sont les noms des organisations des révolutionnaires dans les districts de workers. Fait que là, à ce moment-là, là, j'ai 3 workers soviets. Je n'ai qu'une seule union. Fait que 3 moins 1, ça fait 2 en faveur du révolutionnaire. Le révolutionnaire va ajouter 2 fois la différence en nombre de cubes dans n'importe quel district qu'il veut. Puis ça répète le gouvernement, par exemple. Le gouvernement aurait pu avoir 4 unions, puis il y aurait eu juste une workers soviet. Fait que 4 moins 1, ça fait 3. Le gouvernement aurait pu ajouter 6 cubes
où il veut dans des districts. Dans le cas qu'on regarde là, il y a 3 workers soviets, moins une union, ça fait 2. 2 fois 2, ça fait 4. C'est le révolutionnaire qui a l'avantage, c'est le révolutionnaire qui ajoute 4 cubes. Puis là, évidemment, vous allez en profiter pour faire des choses qui vont faire bouger ce marqueur-là. Fait que vous allez soit venir à côté ou égaliser le gouvernement dans certains districts, puis passer en avant dans certains districts. Là. À ce stade-ci de la game, ça vous sert un peu à rien d'aller crisser des cubes là, dans des districts où vous êtes déjà, que vous contrôlez déjà, là, aller égaliser ou aller passer en avant du gouvernement. Dans ce cas-là, par exemple, le révolutionnaire pourrait s'arranger pour faire 1, 2, 3, 4, puis amener le marqueur ici à 5. Parce que vous l'aurez deviné, tout de suite après ça, la traque des districts va scorer puis va se convertir en point de victoire. Et au niveau du World Affairs, ben, c'est tout simplement un jet de dés opposé. Fait que comment le monde réagit face à la révolution, là, évidemment, euh, les avis étaient très partagés et très polarisés. Là. Il y a des gens qui ont encensé cette révolution-là, il y a des gens qui l'ont condamnée, fait que ça pouvait aller maner d'un côté ou de l'autre. Fait qu'au final, tant qu'à gosser, euh, le révolutionnaire lance un dé, le gouvernement lance un dé. Si les dés sont égales, il ne se passe rien. S'il y a un des deux joueurs qui a brassé plus haut, ben, il va bouger le World Affairs de son côté et ensuite on score le World Affairs. Et au terme de tout ça, où est le marqueur de point de victoire? Le joueur qui a le marqueur de point de victoire de son bord gagne la game. Si le marqueur de point de victoire est à 0, c'est le gouvernement qui gagne la game. Fait que that's it. C'est chaotique. Il y a quelques étapes. C'est pas, tu sais, si vous avez une bonne avance en point de victoire, si le board est quand même à votre avantage, si les tracks de scoring sont quand même à votre avantage, soyez pas trop inquiets. Par contre, si le marqueur de VP est à 0 puis que le board est tight, ben, vous allez ronger vos ongles en esti pendant cette séquence-là parce que là, c'est probablement ça qui va déterminer qui est le gagnant. Là, fait que une révolution, ça se prépare. On fait pas ça parce qu'on est pas mal prêt. On fait ça parce qu'on est prêt puis qu'on veut y aller. Mais en même temps, comme dans la vraie vie, puis dans la philosophie du système prélude, on peut l'échapper bien malgré nous. Fait que la motivation là, des extrémistes là, peut faire en sorte que ce marqueur-là monte trop vite à votre goût puis finit par vous donner une révolution alors que comme révolutionnaire, vous n'étiez pas encore tout à fait prêt. Ça fait partie de la beauté du jeu. Il ne nous reste plus qu'une seule vidéo. On va passer à travers, dans le dernier vidéo, on va passer à travers là, les key events qui se trouvent dans le jeu. Là. Il y en a, ma foi, 11 là, en fait, si on considère que celle-là est double. On va y revenir, là. Mais il y a 11 key events à passer. Là. Je ne passerai pas toutes les cartes, là, mais évidemment, les key events, étant donné qu'ils sont là à chaque game, qui sont placés dans le pool d'opportunités, là, Rasputin, Lénine et compagnie, là, c'est très important de comprendre qu'est-ce qu'elles font. Parce que à chaque game, vous allez voir, puis à chaque game, vous allez avoir la possibilité de les jouer. C'est ce qu'on va voir aux prochaines vidéos pour conclure la playlist. À plus!